Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je suis très excité de pouvoir vous présenter un jeu qui fait le buzz dans le monde ludique depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'il est sorti en anglais, mais ici en français, on vient juste de le recevoir. Everdell, un jeu de James A. Wilson, édité par Starling Games. Donc Everdell, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs où on va soit jouer des cartes ou déplacer des ouvriers pour pouvoir faire différentes actions, mais qui consiste essentiellement à avoir la ville avec la plus de prospérité dans le royaume des animaux. Alors, on va d'abord commencer par regarder la mise en place, ensuite je vais vous montrer comment jouer, et on va finir par répondre à la question « On joue-tu à ça, Everdell? » Alors, pour la mise en place de Everdell, je vais juste déplacer l'arbre, comme ça vous pouvez mieux voir, mais bien sûr, il va falloir construire cet arbre et le placer ici, à son endroit désigné en haut du plateau de jeu. Donc, vous allez placer les 4 types de ressources sur leur lieu désigné, donc le bois, la résine, les cailloux et puis les baies. Ensuite, vous allez placer 8 cartes dans la prairie ici, face ouverte. C'est pas grave s'il y a des doublons, vous pouvez les laisser. Ensuite, vous remarquez qu'aux 2 bouts de la prairie, vous avez des emplacements ici pour placer des cartes avec le même dos ici, donc vous en placez 4. Ensuite, vous pouvez placer les 4 tuiles d'événements autour du plateau de jeu, donc le monument de la ville, le bateau qui représente le grand tour, ensuite la fête de la récolte et pour finir, l'expédition des cartographes. Et tout en haut de l'arbre, vous allez placer les ouvriers des joueurs, donc 1 par joueur pour le printemps, 1 par joueur pour l'été et ensuite 2 par joueur dans l'automne. Vous allez aussi placer les cartes événements, donc ceux qui ont le dos comme ceci, sur le 2e palier de l'arbre. Donc assurez-vous que tout le monde puisse les voir. Vous pouvez donner les 2 ouvriers qui restent à chaque joueur et ensuite vous allez donner des cartes à chaque joueur. Donc 5 au premier joueur, 6 au second joueur. Si vous faites une partie à 3 joueurs, alors vous donnerez 7 cartes au 3e joueur. Et si vous jouez à 4 joueurs, vous donnerez alors 8 cartes au 4e joueur. Vu que moi je mets en place une partie à 2 joueurs, je n'ai donné que 5 et 6 cartes. Vous pouvez aussi mettre de côté les petits jetons occupés ainsi que les jetons points de victoire, vous en aurez besoin pendant la partie. Et voilà, votre Everdell est mise en place et vous êtes prêts à commencer. Donc dans Everdell, à notre tour, on aura toujours le choix entre 3 actions. La première, c'est de placer un de nos ouvriers disponibles sur un des endroits autour du plateau de jeu. La deuxième action qu'on peut faire, c'est de prendre une carte qu'on a dans notre main ou dans la prairie et la jouer dans notre ville. Et le troisième choix qu'on a, c'est de se préparer à la prochaine saison. Allons voir plus en détail chacune de ces actions. Si vous décidez de faire l'action « Déployer un ouvrier », vous allez d'abord chercher ce symbole-ci, donc il y en a plusieurs autour du plateau de jeu, et ceci, ça veut dire qu'on peut mettre un ouvrier sur cette case-là et prendre les bénéfices qui sont inscrits à côté. Remarquez que certains cercles sont fermés et d'autres sont ouverts comme ceci. Si un cercle est fermé, ça veut dire qu'il peut y avoir qu'un ouvrier sur cette case-ci, et les cercles ici qui sont ouverts, ça veut dire qu'on peut avoir autant d'ouvriers qu'on veut, même si c'est de notre propre couleur. Donc, on pourrait faire 2 fois cette action-ci si on veut. Les actions qui sont sur le plateau de base, c'est bien sûr des ressources. Donc, je vous laisse imaginer, si vous venez ici, vous prenez 2 résines. Ici, vous prenez une résine et une carte de la pioche. Très important, quand vous voyez ce symbole-ci, c'est de prendre une carte de la pioche et non dans la prairie ici en bas. Si vous voyez ce symbole-ci, ça veut dire que vous pouvez aller prendre un point de victoire dans la réserve. Vous remarquez que sur les cases de la forêt, il y a 2 cercles et il y en a un avec un petit 4 à côté. Donc, dans les 2 cas, c'est toujours des cercles qui sont fermés, donc il peut y avoir qu'un ouvrier. Par contre, si vous faites une partie à 4 joueurs, alors il y a un 2e cercle d'ouvert. Remarquez que, par contre, ici, on n'a pas le droit d'avoir 2 fois notre couleur sur la case. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai déjà mis mon bleu ici, je ne pourrais pas venir mettre mon 2e sur l'autre case. En plus des actions de base qu'il y a sur le plateau, il y a aussi ici la case voyage. Donc, remarquez ici, ça nous dit ce n'est ouvert uniquement qu'en automne. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas venir placer un de mes ouvriers ici pendant les 2 autres saisons. Mais en automne, je pourrais venir placer un de mes ouvriers ici. Et ça dit, vous devez défausser un nombre de cartes égal au chiffre de la case choisie. Donc, si je viens ici, il faudrait que je puisse défausser 5 cartes. Remarquez que les 3 premières cases ici sont fermées, tandis que la dernière, elle est ouverte. Donc, on pourrait défausser 2 cartes. Tout le monde pourrait faire cette action-ci de défausser 2 cartes pour prendre 2 points. Encore une fois, seulement en automne. Tout en bas à droite, ici, on a la havre de paix que vous remarquez, c'est un cercle qui est ouvert. Donc ici, à tout moment, lorsque c'est votre tour, vous pouvez défausser des cartes de votre main. Et puis pour chaque 2 cartes que vous défaussez, vous pouvez prendre une ressource de votre choix.
Donc si, exemple, je jette 6 cartes, je défausse 6 cartes, je pourrais prendre 3 ressources de mon choix. En plus de tous les cases où on peut prendre des ressources, vous voyez aussi le même symbole pour déployer un ouvrier sur justement les 4 tuiles que vous avez placées là, et le même sur les cartes événements qu'on a placées sur l'arbre éternel. Alors tout ceci, c'est ce qu'on appelle des événements. Je vais y revenir dans un instant, mais sachez que dans ce cas-ci, il faudrait aussi, si je veux pouvoir prendre cet événement-là, il faut aussi que je puisse déployer un ouvrier sur cette case-là pour pouvoir bénéficier des points qui sont écrits à côté. Alors, je répète, si on veut prendre un événement, il faut quand même pouvoir déployer un ouvrier dans ce cas-ci. Notre deuxième choix d'action, c'est de jouer une carte qu'on a dans notre main ou jouer une carte de la prairie. Vous remarquez qu'il y a deux types de cartes, donc soit des créatures ou des constructions. Il y en a qui sont communes ou uniques dans les deux cas. Je vais y revenir ce que ça veut dire. Et pour chacun de ces types de cartes, il y aura différentes couleurs qui feront différents effets. Donc sachez que lorsqu'on se réfère à une créature, c'est bien une carte avec un animal dessus qui est une créature. Et lorsqu'on parle de construction, c'est justement les lieux où vous avez justement écrit construction. Si vous désirez jouer une carte construction qui est dans votre main et pouvoir la placer dans votre ville devant vous, vous devez pouvoir payer les ressources qui sont écrites en haut ici à gauche. Donc par exemple, si je voudrais jouer l'entrepôt, je paierais un bois, une résine et un caillou et je placerai la carte devant moi. Je ne peux pas jouer plus qu'une carte à mon tour, donc je joue ma carte et ensuite je laisse les autres joueurs jouer et à mon tour, je pourrais de nouveau construire une carte si j'ai les ressources nécessaires. Mais c'est pas parce que j'ai tous les ressources pour faire 3 bâtiments que je peux les poser d'un coup. Il y a plusieurs cartes construction qui vont justement nous ajouter un cercle avec un ouvrier qu'on peut placer là. Donc par exemple, si moi je décide de prendre la carte entrepôt, je pourrais à partir du moment que je l'ai, au prochain tour, déployer un de mes ouvriers pour bénéficier de cet effet qui est écrit ici. Vous remarquerez aussi que certaines des cartes construction ont en bas, ici à droite, le nom d'une créature avec un petit cercle ici. Donc dans ce cas-ci, on voit le sculpteur sur bois. Et puis justement, si je prends la carte ici, sculpteur sur bois, on peut voir qu'en haut, à gauche, il est écrit entrepôt. Ça veut dire que si je veux construire, je veux mettre dans ma ville le sculpteur sur bois, soit je vais payer les 2 baies que ça me coûte pour le poser, ou si j'ai déjà l'entrepôt, je peux bénéficier de cette carte-là gratuitement. Donc j'ai déjà l'entrepôt, c'est à mon tour, je décide de jouer le sculpteur sur bois. Je choisis de le prendre gratuitement parce que j'ai justement l'entrepôt. Alors, ce que je dois faire, c'est de prendre le petit jeton occupé et le placer sur mon entrepôt pour me montrer et montrer aux autres joueurs que j'ai déjà utilisé ma capacité gratuite de prendre un sculpteur sur bois gratuitement. Pourquoi est-ce que c'est important de se rappeler de ça? Ben, c'est justement parce que si on revient aux cartes créatures, je vous ai dit avant qu'il y avait des cartes qui étaient créatures communes et certains sont des créatures uniques. Ça veut dire qu'on peut avoir dans notre ville plusieurs créatures communes. Par contre, on peut avoir qu'une seule créature unique. Donc, je reviens à mon exemple ici. Alors, j'ai pu prendre mon sculpteur sur bois gratuitement à cause de mon entrepôt, et à un prochain tour, je décide de prendre un second sculpteur sur bois. Ben, dans ce cas-ci, je ne peux plus me servir de l'entrepôt pour le prendre, je vais devoir payer 2 baies pour le prendre. Mais, sachez que j'ai le droit de faire ceci. C'est le bon moment pour que je vous dise qu'il y a une limite de cartes de 8 cartes en main, très stricte, dans Everdell. Ça veut dire que je ne pourrais pas, si par exemple je joue une carte qui me permet de prendre 2 cartes, je ne peux pas dire ben, je vais passer à 10 puis à la fin de mon tour être à 8. Non, on ne peut jamais avoir plus de 8 cartes en main. Si par exemple un autre joueur joue un effet qui donne une carte à un autre joueur, on ne peut pas donner une carte à un joueur qui a déjà 8 cartes en main. En plus de ça, sachez qu'on ne peut jamais pendant une partie jouer plus de 15 cartes dans notre ville. Bien sûr, il y a des cartes qui vont nous dire qu'ils ne comptent pas dans la ville, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement en avoir 16 si on a une de ces cartes-là. Aussi important de noter, peut-être que je suis à 14 cartes et puis je joue une carte qui me permet de défausser une carte, ben alors à ce moment-là, je serais à 14 cartes encore, donc je pourrais en rajouter. C'est à vous de voir, mais par contre, on ne peut jamais jouer une 16e carte dans notre ville. Donc ça, c'est pour l'action de jouer une carte. Maintenant, parlons justement des différents types de cartes que vous allez retrouver dans Everdell. Donc justement, vu que j'ai ces deux-ci sortis, je vais vous expliquer ce qu'ils font les cartes vertes. Donc les cartes vertes, c'est des cartes qu'au moment où on va les jouer, on va immédiatement prendre les bonus qui sont écrits dessus. Ensuite, si on a ces cartes-là dans notre ville pendant le printemps et l'automne, on va pouvoir réactiver ces pouvoirs-là pour justement récolter les bonus qui sont écrits dessus. Si on regarde justement sur l'arbre éternel, on a les 2 petits symboles ici qui nous rappellent qu'au printemps, on prend les bonus des cartes vertes et aussi à l'automne. Les cartes avec un symbole bleu ici, c'est des cartes avec des effets qui vont durer pendant toute la partie. Par exemple, cette carte-ci, si on a le commerçant dans notre ville, à chaque fois qu'on joue une créature, on peut prendre une baie. On ne va pas l'activer au moment de la jouer, par contre, à partir du moment où on a cette carte dans notre ville, on va pouvoir prendre les bonus
quand on active ce qui est écrit en bas. Les cartes rouges ici, c'est des cartes lieux, donc justement avec une case qui nous permet de mettre un ouvrier sur cet endroit-là. Vous remarquez que certaines cartes lieux ont justement un petit symbole ici qui est écrit ouvert. Ça veut dire que tous les joueurs ont accès à ce lieu. Donc par exemple, si moi j'achète cette carte-là pour moi à mon tour et directement après, mon adversaire décide de se poser sur cette case-là, moi je n'y aurai plus accès à mon tour. Par contre, un petit prix de consolation, je peux prendre un point de victoire parce que quelqu'un a utilisé mon auberge. Si j'utilise mon propre auberge, je ne prendrai bien sûr pas de points. Et pour finir, on a justement les cartes violets comme celle-ci. Ces cartes-ci sont généralement beaucoup plus chères. Par contre, ils vont nous rapporter des bonus de fin de partie. Donc par exemple, cette carte-ci nous donnera un point pour chaque carte violet justement dans notre ville à la fin de la partie. Si jamais, très important de noter que le gros numéro qui est écrit ici, c'est combien de points de victoire cette carte-ci vous vaut à la fin. C'est un peu le chiffre de base. Certaines valent 0, certaines valent beaucoup plus. Donc juste pour l'exemple, disons que j'avais 3 autres cartes violets, donc 4 avec celle-ci, à la fin de la partie, elle me rapporterait 5 plus les 4. Donc cette carte me rapporterait 9 points de victoire. Et pour finir, on a les cartes un peu gris-brun ici. Donc ces cartes-ci, c'est des cartes qu'on va jouer une fois. Au moment où on la joue dans notre ville, on applique l'effet immédiatement. Et à partir de ce moment-là, c'est simplement une carte qui va prendre la place dans notre ville et qui va rapporter des points. Des fois, dans ce cas-ci, celle-ci, non. Mais on ne réutilisera jamais le pouvoir une fois qu'elle est dans notre ville. Remarquez aussi que certaines cartes, comme celle du berger ici, nous dit de payer les ressources à un adversaire. Dans ce cas-ci, si je décide de jouer cette carte-ci sans l'habilité de la chapelle, ici, donc je n'ai pas la chapelle, je veux simplement la jouer, je vais devoir donner 3 baies au même adversaire. Donc ça, c'est tout pour les cartes. Vous remarquez qu'à la toute fin du guide des règles, il y a justement un index qui vous montre tous les créatures et les constructions au cas où il y en a une qui n'est pas claire. Et pour finir, le troisième choix d'action qu'on a, si je ne peux plus placer mes ouvriers parce qu'ils sont déjà tout placés et que je ne peux pas jouer des cartes parce que j'ai plus les ressources nécessaires pour les jouer ou peut-être que parce que j'ai plus de cartes en main, alors je vais passer à ma troisième action qui est celle de se préparer pour la prochaine saison. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? On va simplement annoncer aux autres joueurs à notre tour. Justement, c'est à moi de jouer maintenant. Je vais dire, moi, je passe mon tour puis je me prépare pour la prochaine saison. Donc ça veut dire que vous ne pourrez plus interagir avec le jeu, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus, par après, si, exemple, un joueur vous donne des ressources, vous ne pouvez pas ensuite décider « Ah, je vais quand même construire une carte parce que maintenant j'ai reçu les ressources ». Vous êtes obligé de passer votre tour jusqu'à ce que tous les joueurs aient aussi décidé de passer leur tour. Attention, ça ne veut pas dire que les autres joueurs ne peuvent pas jouer avec vous. C'est-à-dire, exemple, si moi je décide de passer, un autre joueur pourrait bien sûr soit me donner des ressources, pourrait me mettre une carte dans ma ville, parce qu'il y a bien sûr une créature qui fait ça, ça veut dire qu'on peut la placer dans la ville d'un adversaire. Bien sûr, quelqu'un pourrait la mettre dans la mienne. Par contre, moi je ne peux rien y faire. Je suis obligé encore d'attendre et de passer mon tour. Une fois que tous les joueurs ont décidé de passer, on va reprendre nos ouvriers et dépendamment de la saison où on est, on va prendre les bonus qui sont associés à cette prochaine saison. Donc ça veut dire, exemple, si moi je passe maintenant au printemps, alors on prend chaque joueur un ouvrier en plus et on activera toutes nos cartes vertes. Lorsqu'on passe à l'été, on va encore une fois prendre un ouvrier de plus chaque joueur et au lieu d'activer nos cartes vertes, on va simplement devoir piocher 2 cartes dans la prairie. Important de noter, exemple, si c'est à moi le premier de piocher 2 cartes, je décide de piocher celle-ci, par exemple, je ne vais pas directement le remplacer. Je vais d'abord choisir mes 2 cartes et ensuite, on va remettre 2 cartes de plus pour que le prochain joueur ait le choix entre 8 cartes. Et finalement, la dernière saison, donc l'automne, on pourra prendre 2 ouvriers de plus. Donc, on va avoir un total de 6 ouvriers pour la dernière manche. Et on va une dernière fois activer nos cartes vertes. Maintenant, je vous avais dit que je reviendrai justement à ces événements, donc les 4 de base, ainsi que les cartes qui se retrouveront sur l'arbre éternel. Donc les 4 événements ici de base, c'est simplement que, par exemple, si vous avez déjà 3 cartes avec ce symbole-ci dans votre ville, alors vous pouvez, pour une action, donc déployer un de vos ouvriers sur cette case-ci pour montrer « c'est moi qui va prendre le monument de la ville parce que j'ai 3 cartes de ce type-ci dans ma ville. » Remarquez que tous ces événements ont un cercle qui est fermé, donc une fois qu'un joueur fait cet événement-là, les autres joueurs n'y ont plus accès. Celle-ci, c'est simplement si vous avez 3 cartes de type lieu. La fête de la récolte, c'est si vous avez 4 cartes vertes. Et pour finir, l'expédition des cartographes, c'est justement si vous avez 3 cartes avec ce symbole-ci dans votre ville. Les cartes que vous allez retrouver, les cartes événements qui sont sur l'arbre éternel, ils vont avoir des différents prérequis qui vont être écrits en haut ici. Donc ça veut dire si je veux pouvoir prendre cet événement-ci, je dois avoir dans ma ville joué la carte moine et la carte donjon. Dans ce cas-ci, il faudrait que je puisse avoir 2 cartes de chaque type
dans ma ville. Si je l'ai, alors à ce moment-là, je peux déployer un de mes ouvriers sur cette carte-ci, et puis justement, je pourrais prendre les 9 points à la fin de la partie. À la fin de l'automne, une fois que tous les joueurs ont décidé de passer, on va passer au décompte des points. Je vous montre comment on va justement compter nos points. La première chose que vous allez faire, c'est additionner tous les points de base de vos cartes dans votre ville. Donc, peu importe la couleur qu'ils sont, le chiffre qui est dans le gros rond ici, vous allez tous les additionner. Vous allez y ajouter tous les points de victoire que vous avez ramassés pendant la partie. Ensuite, vous allez additionner les points que vous avez sur vos événements, si vous en avez. Vous allez aussi regarder les bonus que vous avez associés avec vos cartes mauves. Et pour finir, vous allez y additionner vos points de voyage, encore une fois, si vous en avez. Vous additionnez tous les points, celui qui en a le plus est le gagnant. S'il y a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de cartes événements dans sa ville. S'il y a encore une égalité, alors c'est le joueur qui lui reste le plus de ressources en main. Pour tous ceux qui veulent jouer à Everdell en solo, sachez qu'à la fin du livre des règles, il y a des règles justement qui vous expliquent comment jouer à ce jeu en solo avec des différents scénarios pour justement varier vos parties. Mais ça, je vous laisse découvrir par vous-même parce que vous savez à quel point je suis pas un expert en jeu solo. Et voilà, maintenant vous savez comment jouer à Everdell, le jeu tellement mimi qu'on a envie d'avoir 3-4 copies dans notre ludothèque. Donc je vais d'abord commencer par parler de la beauté du jeu parce qu'il est très beau. Je suis pas le premier à remarquer ça. C'est un jeu que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent seulement parce qu'ils le trouvent beau. Mais c'est plus que simplement être beau parce que oui, les illustrations sont belles. Oui, justement, le plateau de jeu est joli. L'arbre, ça fait très joli. Mais c'est plus que ça, c'est que c'est un jeu qui est invitant. J'ai justement un ami qui m'a dit un commentaire que j'ai trouvé très juste, qui m'a resté dans la tête. Il a dit « Everdell, c'est un jeu que quand il est sur la table, si quelqu'un passe à côté, immédiatement, il se dit « Moi, j'ai envie de jouer à ça ». La façon qu'il prend de la place sur la table, c'est pas non plus juste un petit jeu comme ça, c'est un gros jeu qui prend de la place. On va mettre nos cartes un peu partout. Il va vraiment s'étaler sur la table. Puis on a cette grosse arbre-là au milieu de la table. C'est vraiment un monde qu'on se sent plongé dans ce monde-là. On a l'impression que nous-mêmes, on est un petit pigeon voyageur parmi tous les animaux. Même si on prend juste l'arbre éternel, ça aurait tellement pu juste être un bout de carton fancy pour pouvoir montrer genre « Ouh, on a un beau jeu ». Mais non, on voit même qu'ils ont réfléchi à comment ils pourraient l'intégrer dans la thématique. C'est-à-dire qu'on va placer nos ouvriers sur l'arbre, on aura justement des cartes sur l'arbre, et encore plus que ça, c'est justement là où on met la pioche. Symboliquement, c'est justement une façon de montrer que c'est l'arbre qui nous donne nos ressources pour la vie, ce qui est justement le cas pour la majorité des animaux dans le royaume des animaux. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Franchement, niveau thématique, Everdell, c'est vraiment dur à battre. Maintenant, mettons de côté le fait que c'est un beau jeu, puis parlons du reste. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez à quel point j'ai peur d'essayer des jeux sur lesquels j'entends que du positif. Par exemple, Takenoko, Azul ou plus récemment The Crew, c'est toujours des jeux que je suis un peu méfiant. Everdell, c'est un jeu, je vais vous l'avouer, c'est la première fois de ma vie que j'avais participé à un Kickstarter, donc oui, je suis tombé dans le piège. Et donc, le premier jeu que j'ai décidé de backer sur Kickstarter, c'était la collection complète de Everdell, avec justement toutes les extensions qui viennent dans une boîte, avec l'arbre qui est fait en vrai bois. Oui, je sais, j'ai craqué. Et puis sachez que j'ai fait tout ça sans avoir aucune idée c'était quoi ce jeu-là. J'étais juste attiré par la thématique et tout. Puis je me suis dit, si tout le monde en parle qu'en bien, il doit y avoir quelque chose dans ce jeu. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu la version française qui était justement au 400 coups, je me suis dit, je vais l'acheter. Et puis comme ça, si je l'aime pas ce jeu-là, je vais pouvoir vendre toute cette Complete Collection quand je vais la recevoir. Donc je vous laisse imaginer à quel point j'étais soulagé de voir qu'en plus d'être un beau jeu, c'est un très bon jeu. C'est drôle parce qu'aussi récemment, j'ai acheté en seconde main Viticulture avec l'extension Toscane. Et c'est drôle parce que 2-3 jours après avoir joué à ça, on a joué notre première partie d'Everdell avec ma conjointe et on a trouvé qu'il y avait quand même quelques ressemblances, le fait de placer des ouvriers sur certaines cases et que ces cases-ci vont être bloquées pour les autres joueurs. Mais je vais vous avouer qu'on a une préférence pour Everdell, même si je sais, je suis pas en train de dire que Viticulture c'est pas un bon jeu, mais je pense que Everdell a un petit quelque chose de plus neuf, plus rafraîchissant que dans Viticulture. Justement, le fait de pouvoir jouer des cartes plus longtemps que les autres parce qu'on a les ressources nécessaires. On n'est pas justement contraint à garder le nombre d'actions qu'on a d'ouvriers. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez positif parce qu'on ne va pas se ramasser avec trop de ressources puis on ne sait pas quoi faire avec. Non, on a toujours une façon d'avoir des cartes pour pouvoir les jouer dans notre ville si on a ces ressources-là nécessaires, même si on a déjà joué nos ouvriers. Et en plus de ça, le fait d'avoir des cases qui vont se changer à chaque partie, ça va rajouter beaucoup de rejouabilité parce que, justement, à chaque partie, on aura des différents événements, on aura des différentes cartes, des différentes cases dans la forêt.
Donc je me vois certainement jouer à ce jeu pour la prochaine année jusqu'à ce que je reçoive tout mon paquet Kickstarter. Puis même, j'hésite à déjà vendre cette version d'Everdell. Comme ça, je me tanne pas du jeu avant de recevoir ma version Kickstarter. Comme ça, je vais aussi avoir le plaisir de redécouvrir le jeu pour une deuxième fois, et puis pas juste d'être excité d'essayer les extensions. À voir, mais je pense franchement que c'est quelque chose que je pourrais faire. Donc voilà, si vous étiez comme moi à hésiter parce qu'il y avait trop de hype autour de Everdell, ben sachez que c'est un très bon jeu en plus d'être extrêmement beau. Donc pour moi, c'est une double recommandation. Il est beau et il est bon. Si vous avez eu la chance de jouer à Everdell, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous aussi vous avez tombé dans le piège Kickstarter puis que vous avez acheté toutes les extensions. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous aimez ce que je fais. Et sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de